Qui est Maggie Corsero, qui suscite la polémique? C'est la petite amie de Norris, apparemment. Alors, voyons, qu'est-ce qui se passe? Elle a 2,1 millions de followers sur Insta et 828 000 sur TikTok, tout en étant également nommée comme la personne la plus influente sur Instagram par France Portugal. Qui est-elle? Qu'y a-t-il comme polémique? Donc elle a 22 ans, elle est connue pour être une actrice de télé, mannequin influenceuse portugaise. Depuis l'âge de 17 ans, elle a joué dans des séries de télé portugaises, et même dans leur propre version de Strictly Come Dancing. Donc ça, c'est Danse avec les stars, en gros, quoi. En tant que mannequin, elle a fait la couverture de Vogue Portugal, on s'en fout, ok. Elle a également cofondé la marque de maillot de bain et co-responsable Missu. Ok, d'accord. Elle est également connue pour avoir fréquenté le footballeur portugais João Félix de 2019 à 2023. La rumeur d'une liaison entre elle et Norris a commencé en 2023 lorsqu'ils ont été aperçus au volant d'une voiture à Monaco. Cependant, ils n'ont été revus que un an plus tard. En août de la même année, Norris a déclaré qu'il était célibataire, ce qui a apparemment mis fin aux rumeurs. Cependant, près de 12 mois plus tard, elle a été vue au GP de Monaco de cette année, soutenant le Britannique aux côtés de sa mère. Depuis là, Norris et Corchero sont en couple officiel, du moins selon le graphique du nom F1. Cependant, après la victoire de Norris en Hongrie, le couple a fait un clin d'œil pas si subtil à leur relation, où elle a félicité donc Norris. Il lui a fait un bisou. Alors que la relation de Corcero est devenue publique avec Norris, les spéculations en ligne sur le mannequin et ses controverses ont également augmenté. Elle a suscité des critiques et un énorme débat de la part des fans sur les réseaux sociaux pour son comportement antérieur présumé, qui a depuis circulé sur Instagram. Je vais ouvrir le post avec DeepL, on va traduire ça. Dansant sur la chanson Waka Waka de Shakira dans un costume d'inspiration africaine, ce qui pourrait être considéré comme une appropriation culturelle. Promotion de Starbucks alors que l'entreprise finance Israël. Oula, ça, oui, d'accord. Enthousiasmé pour la lecture du livre, considéré comme très controversé, les internautes estiment que Hoover glorifie la violence domestique dans ce livre. Ça répète un roman d'amour. Hoover a également publié un livre de coloriage basé sur son œuvre, la plus populaire. Promotion de la chaîne de café danoise Joe on the Juice, qui soutient Israël. Elle a aimé deux mèmes racistes, porter des dreadlocks qu'elle prétendait être pour un personnage qu'elle incarnait. Blackfishing, elle et son ami se moquant du bronzage, utilise le mot en haine. Avoir accidentellement publié des testicules de Joao Félix, son ex, sur son story Instagram. What the fuck? Elle a ensuite tenté de prétendre que la photo qu'elle avait publiée n'était pas celle de Joao. Cependant, les internautes vigilants ont comparé la story avec une photo prise à l'intérieur et les deux semblaient correspondre. C'est absolument lunaire. Et donc Lando se met avec ça. Alors en vrai, je trouve qu'ils vont pas bien ensemble physiquement en plus. Bon bah ça a l'air d'être une sacrée faiseuse d'histoire cette madame. Hein. Je sais pas ce que ça va donner avec Lando. Pas sûr qu'il ait besoin de tremper dans des polémiques Lando mentalement parlant. Je suis pas sûr que ce soit une bonne chose pour lui pour la fin de cette saison. Bon pour l'instant il n'y a pas de polémique avec elle entre lui et elle, mais à voir comment ça va évoluer tout ça. Bon, on le savait déjà plus ou moins, hein, mais bon, c'est officiel maintenant. Williams fige le développement de la voiture de 2025, donc il n'y aura plus d'Evo. Voilà, tout simplement. La W47 n'évoluera plus du tout jusqu'à la fin de l'année. L'équipe de Grove reste sur un Grand Prix d'Hongrie décevant, sans aucun point marqué. Ils n'ont pas l'intention d'investir des ressources précieuses pour corriger sur les quelques circuits. Nous avons une très bonne compréhension de l'endroit où se situent les faiblesses, assure James Walls. Il y en a en réalité trois, voire quatre caractéristiques qui interagissent les unes avec les autres, qui ont toutes été mises en évidence à Budapest. Comme déjà mentionné, notre attention se tourne désormais vers 2026. La voiture que nous avons actuellement est celle que nous aurons jusqu'à la fin de l'année. Une décision délibérée, car l'année prochaine il faut repartir d'une feuille blanche. Il faut bien travailler sur la base. Nous avons un problème en particulier avec les longs virages soutenus, et Budapest est quasiment le circuit parfait pour ça. On doit donc composer avec l'équilibre, pour le dire plus simplement, on n'était pas là où il devait être, pour que la voiture fonctionne correctement. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a de nombreux autres circuits où cette voiture sera absolument performante. Mais il reste le fait que Budapest, et il y en aura d'autres quelques-uns, bah, même Zandvoort, le prochain, hein, ils seront difficiles pour nous. À Budapest, si on regarde la carte du circuit, on voit assez vite qu'il y a beaucoup de virages assez arrondis, où on entre dans un virage et on subit un peu un appui latéral soutenu pendant une longue période. C'est une faiblesse que nous avons mise en évidence à Barcelone. Et ça sera aussi présent au Qatar. Un élément de notre voiture dont nous savons qu'il y a une faiblesse. Mais ce n'est pas quelque chose sur quoi nous investirons et que nous corrigeons en 2025. C'est quelque chose que nous attendons vraiment de corriger en 2026. Et nous avons certains aspects de la voiture qui vont dans ce sens.
Alors, Sainz, il va faire la gueule. Parce que s'ils n'arrivent plus à marquer de points, il va jamais rattraper Albon. Et il va rester avec un écart colossal avec son équipier. Il va se faire rétamer. Là, c'est terrible, hein, la différence de points. C'est x3, hein, quasiment, pour l'instant. Attendez, je vais reprendre mon classement, hein, vu qu'il est à jour, hein. Il en est où l'autre là, le Sainz, déjà? Alors, il est à 16 et Albon à 54. C'est donc plus que x3. Voilà, c'est x3, on peut diviser, hein, de toute façon. On peut diviser ça. 54 divisé par 16. Ça fait, c'est ça, 3,37. Alors, vous critiquez Hamilton, hein, certains d'entre vous, mais il n'y a pas 3,37 fois plus de points pour Leclerc, pour le coup. Alors oui, vous allez me dire, cette midfield, le midfield, ça peut vite monter ou stagner les points. Mais en même temps, quand même, hein, je suis désolé, ça fait quand même beaucoup d'écart, hein, entre les deux, hein. Alors, je reconnais que Sainz n'a pas non plus été très verni cette saison. Il y a eu quelques pépins mécaniques, etc. Mais globalement, il est en dessous d'Albon et largement. Donc bon. Après, on vient nous vendre que Sainz était le meilleur pilote chez Ferrari par rapport à Leclerc et qu'ils auraient dû garder Sainz et pas mettre Hamilton. Mais bon, là, de ce que je vois, pour l'instant en tout cas, ça va pas dans ce sens-là, hein. Bref. Alors, petite news un peu nostalgie. Elles étaient belles, hein, ces voitures, hein, des années 90, là. Elles étaient sympas. Fisichella, Giancarlo, de son prénom, parle de son ancien équipier Ralf Schumacher. Alors, voyons. Le partenariat n'a pas été très fructueux, avec plusieurs collisions entre les deux Bolide, notamment au Grand Prix d'Argentine, alors qu'ils évoluaient au deuxième et troisième rang. Et il aurait pu s'y maintenir facilement selon Fisichella, un peu en colère contre Ralph. L'ambiance n'était pas au beau fixe. Ralph était jeune et avait l'esprit de compétition. Il était important d'être plus rapide que son équipier. Pendant la saison, j'étais plus rapide que lui. J'ai marqué plus de points. C'est très concurrentiel, il n'a pas été mon meilleur coéquipier. Il me jetait toujours des regards bizarres. Il ne voulait pas partager la télémétrie. Il ne travaillait pas comme un coéquipier ou pour l'écurie. C'était juste important pour lui d'être devant moi. C'était son objectif, c'était également le mien. Ouais, le crash. Par la suite, Fisichella est passé chez Benetton et est revenu chez Jordan avant de faire étape chez Sauber, Renault, Force India et Ferrari. C'est à Stone qu'il a connu les plus beaux moments de sa carrière, avec 15 de ses 19 podiums, hein, dans l'ombre de Fernando. Fernando a été mon meilleur coéquipier. Il était très bon dans toutes les circonstances, avec peu d'adhérence, avec beaucoup d'adhérence, et surtout, en course, il était très régulier et concentré. Il ne faisait pas beaucoup d'erreurs. Il communiquait bien avec l'équipe à la radio. Il était aussi politique, mais ça fait partie du job. Ah, un coéquipier très compétitif. On a bien travaillé ensemble, on évoquait ensemble la télémétrie, les idées et les problèmes de la voiture. Avant la course, on jouait parfois aux cartes avec Briator et notre préparateur physique, on s'amusait bien. C'était important pour l'ambiance de l'équipe de bien travailler ensemble, d'avoir une belle amitié entre coéquipiers. Bon, en même temps, Fisichella n'a pas fait trop d'ombre à Alonso, on va pas se mentir, hein, ça va, hein. Surtout qu'il était en fin de carrière à ce moment-là, Fisichella. Dès la première course en Australie, j'ai signé la pole et j'ai gagné. Alors je me suis dit, c'est mon année. Mais juste après ça, j'ai eu quelques problèmes mécaniques et techniques à la deuxième course. J'ai pas marqué assez de points pour jouer le titre. Quand c'est comme ça, il faut travailler pour l'équipe. Et son coéquipier, je suis un pilote professionnel, j'ai dit, je suis là pour vous, je suis là pour l'équipe. Pour Fernando, je travaille pour vous. On va gagner le championnat des constructeurs et on l'a gagné en 2005 et 2006. Ah, un bon porteur d'eau, Giancarlo. Bravo. Très bon P2. Fais pas de vagues. Toujours silencieux, efficace. Voilà, bah écoute, hein. Moi j'aimais bien Giancarlo, ça va. Il a fait son temps. Il a eu son petit quart d'heure de gloire avec quelques victoires à des podiums chez Renault.